Faites entrer l'écriture, 17e épisode, écrire la ville. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode à nouveau un peu particulier. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai parce que cette fois-ci, j'ai décidé d'enregistrer un peu à chaud. C'est-à-dire que je viens de participer à une semaine à plein temps d'atelier d'écriture sur la ville et que j'aimerais, avant de commencer à tout oublier, vous partager les impressions, les émotions et puis évidemment aussi les idées qui me sont venues durant toute cette semaine et comment, avec mon collectif L'Air Nu, nous l'avons organisé. Contrairement aux ateliers que j'ai menés et dont vous avez pu avoir un aperçu dans l'épisode dans lequel je faisais écrire des gens qui ne parlaient pas français, ou l'épisode dans lequel j'ai enregistré les réactions des étudiants de Clermont-Ferrand, donc en master de création littéraire. Là, la différence, c'est que d'une part, ce sont des étudiants en urbanisme globalement, c'est-à-dire des gens dont le sujet même d'étude est la ville, donc des gens qui nécessairement en connaissent davantage que moi sur certains rayons, on va dire ça comme ça. Et puis c'est aussi la différence, c'est que en l'occurrence c'est un atelier qui se fait au sein du collectif à deux, Joachim Séné et moi, et pour lequel on a fait le choix sciemment de venir animer à deux, alors que tout simplement financièrement on aurait pu se séparer le travail et donc travailler moins individuellement. Mais ça ne nous intéressait pas parce que dans ce type d'atelier, ce qu'on aime, c'est se renvoyer la balle, c'est être solidaire de tout ce qui se passe pour mieux pouvoir s'adapter en fait au fur et à mesure de la semaine. Donc on a travaillé avec l'université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne, à Marne-la-Vallée, c'est-à-dire non loin de Paris, avec une enseignante-chercheuse qui s'appelle Virginie Tahar, qui est une spécialiste de l'Oulipo, avec laquelle on a déjà travaillé plusieurs fois. Grâce à elle, grâce aux liens qu'on a tissés avec elle, on a déjà produit plusieurs textes, à travers Champs par exemple, qui s'intéressaient à une maquette urbaine interactive qui était à ce moment-là créée par Livestar, qui est un laboratoire de recherche sur la ville. Et on a également écrit Lisières limites, grâce à un projet qu'on a mené avec elle et avec un grand nombre d'autres enseignants-chercheurs, en examinant la création de l'écoquartier de Châtenay-Malabry, ce qui a déjà fait l'objet d'un épisode ici. La première chose que j'ai apprise au sujet de l'écoquartier de Châtenay-Malabry, c'est qu'il se construisait sur les ruines de l'ancienne école centrale Paris. Comment nous sommes-nous organisés avec Joachim pour rythmer cette semaine ? Eh bien, nous avons été présents à plein temps tous les jours sauf le mercredi après-midi, ce qui pouvait laisser du temps aux étudiants pour commencer à retravailler les textes déjà produits. Et puis, nous avons démarré le lundi matin, d'abord en nous présentant individuellement et collectivement aussi, en montrant pendant quelques minutes ce qui se passe sur la page d'accueil de L'Air Nu, page qui change chaque semaine et qui permet d'écouter du texte, mais aussi de voir un certain nombre de choses. On peut, par exemple, écouter des créations sonores de Christine Janet, c'est sa rubrique Minute Papillon. L'Air Nu. La Minute Papillon. L'Air Nu. Voir apparaître des cartes augmentées grâce à Mathilde Roux, qui fait un travail de collage entre mots et cartes IGN. Découvrir le travail généré par Pierre Ménard, je dis ça généré parce qu'il utilise l'intelligence artificielle pour créer des images et proposer une forme très courte là aussi à base de 3 phrases liées à 3 images, quelque chose qu'on aurait pu proposer en atelier, etc. Et puis bien sûr il y a des lectures dans notre rubrique L'Air Lu. Donc tout ça on l'a montré un peu rapidement aux étudiants pour leur expliquer que on était les auteurs, on était publiés de façon traditionnelle, mais que la littérature pouvait s'inscrire ailleurs que dans le champ de la pure publication traditionnelle.
Ensuite, on est allé les balader sur le campus et aussi en dehors, en se servant du fait que le lieu même, le campus de Champs-sur-Marne, est un drôle d'endroit. Il ressemble pas vraiment à un campus universitaire. On ne voit pas passer des dizaines d'étudiants qui se rendent d'un bâtiment à l'autre dans une certaine frénésie peut-être. Non, les bâtiments sont éloignés les uns des autres et entre deux bâtiments, c'est quasiment la campagne, hein. En tout cas encore pour l'instant. Par ailleurs, le campus est intégré à la ville de Noisy, mais de Champs-sur-Marne. Enfin, il y a une frontière entre Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, déjà. Et puis, il y a une sorte de deuxième frontière, un peu indécise, entre la ville et la non-ville. C'est ça qui nous a intéressés aussi, c'est que quand on prend le RER, qu'on arrive sur le campus, est-ce qu'on se rend compte qu'on est aussi dans une ville ? C'est pas sûr, parce que tout n'est pas non plus très dense, ni nécessairement visible. Par exemple, à cet endroit-là, il y a une piscine, il y a un centre pénitentiaire, il y a des zones un peu indistinctes de prostitution, de camps de personnes à la rue, de camps au sens campement. Eh bien, on peut très bien passer à côté et ne rien voir, quoi. Donc, on a proposé une déambulation littéraire à base de textes, donc non écrits par les étudiants, forcément, puisque on démarrait le lundi, mais à base de textes, d'extraits venus de nos propres lectures. Et on les a promenés par un temps incertain, et on l'a fait quand même, écourtant par moments les lectures à cause de la bruine et tout ça, mais au final, ça a permis une sorte de cohésion dès le départ, alors qu'on ne se connaissait pas. Et bien entendu, on sait très bien que entre deux moments de pause, deux moments où on s'arrête devant un bâtiment quelque part pour lire un texte, eh bien, les gens sont en train de marcher, et nécessairement, ils se mettent à parler. On leur demande de prêter attention au paysage, tout en sachant pertinemment que par moments ils vont le faire et par moments ils vont discuter entre eux de toute autre chose qui leur importe, qui les intéresse, leurs études, etc. Tout ça, on le sait, ça fait partie, en fait, de la déambulation. La plupart des lieux traversés disparaissent, mais il y en a qui surnagent. Rien d'extraordinaire. Un album intérieur constitué d'images fixes qui font notre mémoire. Je crois que ces paysages de passage, de vacances, ces jardins tranchés en deux par la lumière, ces morceaux de mur face au lit où l'on dort, ou ce fatras d'objets tout au fond d'un tiroir, profondément nous constituent. Je crois que c'est à cela que tout le reste s'accroche, qu'il n'y a pas de souvenir de l'amour sans celui du drap où la joue repose. Rien de l'enfance, sans la fenêtre d'où on a regardé passer les voitures, aboyer un chien, et rien de ce qui manque sans le lieu qu'a marqué leur absence. Je crois que ce qu'on a vu ensemble, nous les uns aux autres, nous tient et nous rassemble. Je crois que ce qu'on découvrait à la fenêtre de l'appartement de mes grands-parents, quand l'État ne l'avait pas encore envahi, quand on ouvrait le volet roulant au début des vacances. Je crois que le béton, les mauvaises herbes, le palmier dressé dans l'air bleu, nous ont mieux réunis que les mots prononcés. Archipel d'Hélène Gaudy, lu par Caroline Diaz pour l'air nu. L'air lu. Alors, quel texte on choisit pour une déambulation quand on fait comme ça ? Je parle de ça parce que aussi, avec l'air nu, ce qu'on veut, c'est poursuivre ce travail de déambulation auprès de publics très différents. On a appelé ça les bulles d'air, et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer. Comment on fait ? Eh bien, en fait, évidemment, d'abord, on va sur le terrain, on va voir quel lieu on pourrait exploiter, et par moments, on fait des découvertes. Par exemple, ici, précisément, il y a un endroit dans lequel on peut, si on veut, s'asseoir, hein, qui est dans une rue, en fait, dans un renfoncement de rue, et il y a de drôles d'instruments, de drôles de plantations. Et si on s'approche, on s'aperçoit qu'on peut parler aux gens à travers une sorte d'appareillage acoustique, et ou qu'on peut entendre autre chose que simplement ce que la ville a à nous offrir, par exemple des gouttes d'eau qui, si on s'approche, viennent rythmer différemment le paysage sonore.
ça, c'est quelque chose que les étudiants soit ne connaissaient pas, soit devant lequel ils étaient passés, sans du tout l'expérimenter. Donc il y a dans la ville des propositions d'expérimentation dont on s'empare ou pas. Et puis il y a aussi une expérimentation dite chemin de traverse ou ligne de désir qui naît de notre propre expérience, évidemment, qui n'a pas été forcément anticipée par les urbanistes, ni les architectes. Alors, qu'est-ce qu'on choisit donc ensuite comme texte ? Eh bien, des textes qui à la fois vont venir résonner avec ces étapes du parcours qu'on a imaginées, mais pas forcément les illustrer complètement. On peut être en décalage, léger décalage ou décalage plus important. L'idée, c'est vraiment comme lorsqu'on écrit et qu'on essaye de chasser le trop illustratif de son travail, de nourrir l'imagination de celui qui écoute, tout comme on nourrit l'activité du lecteur. Souvent en atelier, une des choses qu'on a à faire quand on écoute ou quand on lit le texte de quelqu'un qui vient d'écrire, c'est de voir en quoi ce texte-là, qui vient à peine de surgir en premier jet, nourrit déjà ou pas le désir du lecteur de se l'approprier. Autrement dit, si vous faites quelque chose de trop illustratif, si vous utilisez trop de clichés, par exemple, le lecteur n'a plus aucune action à avoir, et ça peut donner un texte qui se lit facilement, certes, mais ça peut donner aussi un texte dont on se désintéresse, parce qu'on n'a pas d'action à y mener. Donc voilà, lundi matin, sous une petite bruine non pas persistante, mais venant et disparaissant du paysage, on était une quinzaine, donc nous nous sommes baladés dans le campus et hors du campus en se posant la question de la ville et de la non-ville. Et ça résonnait avec nos propres travaux, et par exemple, ça pouvait résonner avec une page de Village, un livre de Joachim Séné, dans lequel il se pose, lui, la question de savoir comment dire le village. Eh bien, on peut le dire en fonction de ce qu'il n'est pas, de la ville qu'il n'est pas. Donc Joachim, à un moment en atelier, a lu ce passage. Tout comme moi, j'ai lu le début de Lier les lieux, élargir l'espace, donc mon livre sur Pérec, qui sortait précisément durant cette semaine d'atelier, et c'était étonnant de voir à quel point ce texte introductif pouvait résonner avec tout ce qu'on allait faire. C'est ce que je me suis dit le lundi, et en fait toute la semaine, je n'ai pas cessé d'entendre dans les textes des étudiants des choses qui résonnaient avec mes propres préoccupations, alors qu'on a beaucoup d'écart d'âge. Et pourtant, il y avait vraiment quelque chose qu'on a retrouvé dans ce groupe d'étudiants et qui nous intéresse en tant qu'écrivains, mais aussi en tant tout simplement que citoyens. Par exemple, parmi les propositions qu'on a faites, il y a eu des possibilités d'écrire des déplacements, et on a une étudiante qui a parlé des déplacements des femmes, plus ou moins possibles, de nuit dans la ville. Il y a eu des choses très concrètes sur la vie quotidienne. On avait bien insisté là-dessus parce que, en parlant d'un certain nombre d'auteurs, en parlant de Georges Perec par exemple, qui évidemment était un peu à l'honneur dans ma tête, mais qui est là aussi puisque sur le campus se trouve une bibliothèque Georges Perec précisément, et en fait les étudiants ne sont pas forcément très au courant de ce que Perec a fait, ni même de ce qu'est l'Oulipo. La plupart d'entre eux ne savaient pas ce que c'était que l'Oulipo quand on a démarré. Eh bien, en parlant de Perec, on peut parler de l'infraordinaire et commencer déjà à éviter une certaine pression que ces étudiants qui ne sont pas des étudiants en lettres pourraient avoir, en leur disant tout est possiblement intéressant à écrire. Faut pas hiérarchiser a priori ce qu'on a à écrire, parce que c'est en s'intéressant aux très petites choses, aux petites cuillères, dit Perec, que on va trouver ce qu'on a à dire. Et on va progresser à l'intérieur de son propre texte, peut-être en dévoilant davantage de choses que si, frontalement, on avait voulu s'attaquer à un problème ou à une question dite sérieuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté en les écoutant cette semaine et en écrivant moi-même, parce que je suis vraiment en train de relire et d'essayer de terminer un livre, et donc normalement je n'ai la tête que là-dedans, mais évidemment pour cette semaine d'atelier il a fallu que je me coupe de ma propre écriture pour aller les écouter.
J'ai bien essayé par moments de travailler un petit peu pendant que eux-mêmes travaillaient, mais c'était un peu vain, et je le savais d'avance. Quand on est en atelier, quand on est animateur d'atelier, il faut être là à 100%. Même si, durant une séance d'atelier, il y a évidemment pour nous plein de moments de vacances, au sens où, évidemment, il y a des moments où il faut laisser les gens écrire, et quand on leur dit vous avez 30 minutes ou vous avez 40 minutes, et que vous êtes face à des étudiants, c'est-à-dire à des gens qui a priori n'ont pas besoin de vous pour écrire, eh bien, il faut aussi savoir quoi faire. Alors vous pouvez, par exemple, vous atteler à l'exercice que vous avez vous-même donné. Certains animateurs d'atelier le font systématiquement, d'autres ne le font jamais. Moi, souvent, je ne le fais pas, mais là, en l'occurrence, ça m'a servi, ça m'a été utile de le faire aussi. Après, vous avez possibilité ou non de lire ce que vous venez de produire aussi, à la suite des lectures des étudiants. Et évidemment, ça peut, par moment, vous donner l'impression que vous avez écrit quelque chose de moins intéressant. Et leur donner cette impression-là aussi. Mais moi, j'aime bien dédramatiser pendant les ateliers, dire que je ne suis pas nécessairement très douée en premier jet, que je retravaille beaucoup, et que, la preuve, voilà ce que je produis, voilà ce que je vous présente. C'est pas forcément parfait, en une demi-heure. Je voudrais une ville forêt, clairière comprise. Je voudrais une ville arbre, comme en mouvement. Je voudrais une ville écorce, dressée en dedans. Je voudrais une ville racine, tendue et souple. Je voudrais une ville comme les temps. Je voudrais une ville feu, une ville sang. Je voudrais une ville toile, une ville voile. Je voudrais une ville étendue, ville perdue. Je voudrais une ville abri, ville de plis. Je voudrais une ville comme on oublie. Je voudrais une ville trésor, palissade dressée, ville interdite, homme adossé. Je voudrais une ville iris, rose, tulipe, parterre jeté, une ville d'acier. On barrière, on ligne blanche, on palissade, on planche, on interdit, on défense, on sauve, on poursuit, on entre. Je voudrais une ville mot, je voudrais une ville cri, je voudrais une ville ombre, je voudrais une ville pieuvre, je voudrais une ville terre, je voudrais une ville œuvre, je voudrais une ville mer, un monde à refaire, je voudrais un horizon, on ne fait que le défaire. Début de Je voudrais une ville d'Emmanuel Delabranche. Donc voilà comment ça s'est produit dans l'ensemble. Évidemment, plus la semaine progressait, plus on devait penser à cette fameuse restitution qu'on doit toujours faire le dernier jour. Comme on avait décidé de proposer des tas de petits exercices plutôt que, par exemple, l'écriture d'une nouvelle du début à la fin de la semaine, eh bien, il y a eu un moment où il a fallu se décider pour savoir que garder, que lire en public le jour J, et pour cela, nous avons décidé de les faire travailler en binôme, et qu'au départ, ils choisissent les textes qu'ils avaient préféré, eux, écrire, et qu'ensuite ils voient comment c'était possible de les croiser, ou d'en faire, ou d'en donner écho avec le texte du binôme. Comment écrire la ville? Donc, à partir de ces exercices, eh bien, c'est quelque chose que je fais faire depuis le début, tout simplement parce que moi, ça m'intéresse, en tant qu'écrivain, et je ne crois pas que lorsqu'on est d'abord et avant tout écrivain, et que de nos pratiques d'écriture naissent les possibilités d'animer des ateliers d'écriture, on soit diamétralement opposés ou très loin de ce qui nous touche, nous. Je sais pas si c'est la même chose pour des gens qui ne sont, entre guillemets, que animateurs d'ateliers, qui sont des animateurs professionnels, qui font ça tout le temps, et qui ont peut-être une agilité plus grande, une dextérité supplémentaire, et qui sont capables peut-être de proposer des thématiques très diverses, et de savoir comment faire écrire sans que ça ne résonne profondément en eux. Ça, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je rencontre rarement des animateurs d'ateliers qui ne sont que animateurs d'ateliers entre guillemets. Je sais que pour Joachim et pour moi, et puis pour d'autres auteurs que je connais, évidemment, on va aller faire des propositions qui ne sont pas trop éloignées de ce qui nous préoccupe nous, ou nous occupe nous, parce que, évidemment, ça nous facilite les choses quand on doit écouter les textes lus des participants, ce qu'ils font une demi-heure après les avoir écrits, après avoir commencé, c'est-à-dire très vite,
eh bien il faut aussi qu'on puisse faire des retours très vite nous aussi. Il faut qu'on ait quelque chose, si possible, d'intéressant à dire assez vite, quoi. Donc forcément, ce qui va émerger des textes des étudiants en urbanisme, on va le rapprocher de ce qui nous intéresse nous. Et également, pendant la déambulation le premier jour, on va choisir des textes d'auteurs parfois très peu connus du grand public, mais que nous on connaît bien. Par exemple, j'ai souvent fait travailler toutes sortes de publics sur un texte qui s'appelle « Je voudrais une ville » d'Emmanuel Delabranche. Emmanuel Delabranche, il est architecte. Il a aussi publié des livres et il dit bien que lorsqu'il écrit des livres sur la ville, il ne les écrit pas en tant qu'architecte. Mais Emmanuel Delabranche n'est pas un auteur, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je sais même plus s'il publie en dehors de son site, son blog, qui s'appelle À peine perdu aujourd'hui. Je n'ai plus trop de ses nouvelles, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il ait quitté son activité d'architecte pour devenir vraiment écrivain à plein temps. Bon, peu importe, mais ça fait que ce texte-là, Je voudrais une ville, qui date de 2013, il est évidemment assez difficile à trouver parce que il n'est pas devenu un livre, mais qu'il est resté un texte lu lors d'une soirée que j'avais organisée au Centre Cerise à Paris, en profitant d'une résidence d'écriture. Soirée où j'avais demandé à un certain nombre d'auteurs d'écrire sur le cœur de la ville, le cœur de Paris, les Halles, qui était alors en pleine reconstruction. Il y avait le chantier de la Canopée à ce moment-là, quoi. Et le texte, la forme même du texte d'Emmanuel Delabranche, Je voudrais une ville, m'a paru dès le départ et me paraît toujours très très opérant, la forme est très très opérante pour tenter de dire quelque chose de son rêve de ville, d'une utopie de ville, avec tout un système de parenthèses, de déplacements, de torsion de la grammaire, que vraiment chacun peut s'approprier, qu'il soit ou non à l'aise avec la langue, à l'aise avec l'écriture. Donc on a commencé par ça, et puis après, il y a eu le désir, l'idée, l'envie, soit d'être davantage dans de la narration, de la fiction, soit de partir ou de repartir sur des évocations plus personnelles, à travers des souvenirs, de tenter des formes poétiques, là encore peu connues, celle des baleines paysages de Maryse H, quelqu'un pour lequel Joachim et moi, eu beaucoup d'affection et dont on a beaucoup aimé le travail. Bref, donc voilà, de faire apparaître des textes qui commencent à disparaître, forcément, comme n'importe quel texte, puisqu'on sait bien que les livres ont une durée de vie complexe et difficile à suivre. Et on fait ça aussi avec Joachim parce que Lernu, dans l'ensemble, a envie de faire connaître la littérature contemporaine à des gens qui n'y auraient pas forcément accès. Pas forcément pour des raisons de culture, mais pour des raisons de circuit, en fait. Les textes et les livres apparaissent dans certains circuits, ils nous touchent ou non, ils sont invisibles ou visibles, en fonction de tout un tas de paramètres qui souvent nous échappent, d'autant plus maintenant avec les algorithmes. À l'époque où Maryse H écrivait et où Emmanuel Delabranche avait créé ce texte, Je voudrais une ville, il y avait tout un réseau de blogs, sites qui passaient par les commentaires qu'on mettait sous les articles les uns des autres, etc. Les réseaux sociaux servaient vraiment à ça à ce moment-là, en particulier Twitter, et ça a vraiment pas mal disparu, quoi. Ça n'empêche pas que la littérature continue de se faire de façon plus ou moins expérimentale ailleurs que dans le livre et que ça soit intéressant. Et de toute façon, en dehors du livre ou à l'intérieur du livre, il y a 1000 choses à faire connaître qui sont difficiles à trouver. Et je vous avouerai que la création des bulles d'air, outre que j'aimerais vraiment qu'elles nous permettent à Lernu de nous faire vivre financièrement, eh bien c'est aussi pour moi une source potentielle de motivation pour aller à la découverte d'auteurs et de textes que je ne connais pas du tout. À chaque rentrée littéraire, et on a l'impression que les rentrées littéraires en plus c'est tout le temps, c'est même pas, c'est août, c'est septembre, c'est octobre, c'est janvier, on a l'impression que c'est perpétuel. À chaque vague comme ça de parution, on est totalement submergé, et moi je n'ai même pas le temps en ce moment, à cause de ce que j'écris, de lire quoi que ce soit de nouveau, quoi. Voilà. Et donc, impulser comme ça des balades littéraires à l'intérieur de la ville, ou des ateliers, ou des projections aussi, parce que le site de Lernu permet
de projeter des formes brèves, on pourrait faire ça, eh bien, je me dis que c'est une source de motivation pour moi, pour continuer à faire connaître la littérature contemporaine. Ça, et évidemment, ce podcast là que je suis en train de faire, Faites entrer l'écriture, qui, là aussi, je l'espère, permettra d'entendre des voix qu'on n'entend pas d'habitude. Voilà, donc c'est un épisode un peu improvisé, un peu décousu que je vous propose là, mais j'avais dit dans le premier que je n'avais pas le temps d'écrire. Là, c'est le contraire, j'ai quasiment pas le temps de faire autre chose que d'écrire. Et donc, je me glisse dans une brèche, ce samedi matin, suivant une semaine intense d'atelier, pour vous raconter tout ça, et vous dire à bientôt. Au revoir.